et je vous invite à vous réinstaller. On va rester dans la même, même période temporelle, mais on va quitter l'océan profond pour remonter un peu sur le domaine continental ou margino-littoral, continental uniquement, terrestre. Voilà, Sylvie Bourquin, qui est directrice de recherche CNRS à Géosciences Rennes, va nous parler de paléenvironnement, paléogéographie et paléoclimat dans la période finie carbonifère Trias-Moyen du domaine ouest. Ok, vous m'entendez? C'est bon, il marche? Oui. Donc, d'abord, je voudrais remercier François de m'avoir invité à participer à ces journées en hommage à Jean d'Hercourt. Et donc, voilà. Donc, avant de commencer mon exposé, donc, je voudrais signaler que ma première rencontre avec Jean d'Hercourt, en fait, était sur le terrain en 1993. Ça faisait quelques semaines que j'étais rentrée, j'avais été recrutée au CNRS à l'Université de Bourgogne. Certains dans la salle pourront se reconnaître sur ces photos, ou certains qui sont en visio également. D'autres collègues nous ont malheureusement quittés. Et donc, c'était une mission dans le cadre du programme PICG et du début du programme Péritétis. Et donc, j'ai eu la chance d'être associée à ce projet et d'avoir par la suite, dès l'année 94, pu faire du terrain en Tunisie et exploiter les données de subsurface en Algérie, puisqu'à l'époque, nous ne pouvons plus faire du terrain en Algérie vu les conditions géopolitiques qu'il y avait en 93-94. Et donc, j'ai apporté ma contribution dans le programme Péritétis. À l'époque, je travaillais essentiellement sur le Trias supérieur et j'ai apporté ma petite contribution en tant que jeune chercheur CNRS. Mais ce que je dois dire, c'est que surtout à l'époque, j'ai mesuré l'importance de faire des reconstitutions paléo-environnementales à mettre sur ces cartes paléogéographiques et à contraindre nos paléo-environnements avec des données paléoclimatiques et en focalisant sur le domaine terrestre. Parce que comme on l'a vu ce matin, tous ces programmes étaient quand même pilotés par les industriels étant majoritairement intéressés par le système continental, la marge et le domaine marin. Il y avait très peu de choses, on a très peu de contraintes sur nos cartes sur le domaine vraiment terrestre. Donc, en fait, je me suis intéressée tout au long de ma carrière, principalement, je travaille sur d'autres choses, mais principalement, ce qui anime ma recherche, c'est de comprendre l'évolution de cet environnement, des environnements de dépôt depuis la fin de la glaciation carbonifère jusqu'au Trias, où on passe d'un climat ice house à un climat greenhouse et très fortement très chaud au Trias inférieur, comme vient de le montrer dans l'exposé précédent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on a la première séquence réchauffement climatique sur une biosphère qui est quasi analogue à la biosphère actuelle. Excusez-moi. Donc, voilà, donc si on voit les reconstitutions, on a déjà vu ces cartes ce matin, donc les reconstitutions qui sont faites à la fin du Carbonifère, en climat avec de la glace au niveau du pôle sud. Au Permien, on a la déglaciation qui s'amorce et certaines personnes considèrent la fin du Permien comme un épisode très très chaud, mais pour moi l'épisode le plus chaud, actuellement il y a consensus pour dire que c'est plutôt le début du Trias. Et donc avec un certain nombre de questions qui se posent, et en particulier quels sont les rôles respectifs de la tectonique, qu'elle soit locale, avec l'uplift ou le collapse de la chaîne hercynienne, ou globale avec la dérive des masses continentales vers le nord pendant toute cette période, et le rôle également du climat, qui soit également local ou global, et que pour répondre à toutes ces questions, leur rôle respectif sur les environnements de dépôt, et qu'un zoom, on peut avoir des informations très importantes justement sur ce domaine est-pangéen, puisqu'on a des importantes séries Permien et Trias qui sont relativement bien préservées avec une sédimentation continentale.
Donc, l'essentiel, alors concernant la limite Permien-Trias, je vais vous présenter essentiellement les travaux qui ont été publiés il y a quelques années avec toute une équipe de collègues français, et il y a eu la thèse de Antoine Biercovici à cette époque-là, et de collègues italiens et espagnols principalement. Donc, en fait, la grande question qui se posait pour nous sur la limite Permien-Trias, c'est que c'est une crise majeure. Au niveau terrestre, les gens considèrent qu'il y a presque 95% des flores qui ont disparu. Et la question qu'on se posait à l'époque, c'est à l'époque où j'ai commencé à travailler avec Jean Broutin, et c'était quelles étaient les modalités de cette reconquête floristique au début du Trias. Et en gros, on sait qu'il y a une discordance entre le Permien et le Trias, comment elle était, où on l'observait, et quel était le début, comment on pouvait caractériser le début de la sédimentation mésozoïque dans tous ces bassins ouest européens, et la localisation des bassins fin Permien. Alors, pour ce faire, cette étude, on est parti sur une analyse sédimentologique avec essayer de reconstituer les paléo-réseaux fluviatiles, les systèmes lacustres, les paléo-drainages. Et surtout, on a travaillé en collaboration avec des collègues paléontologues, qu'ils soient paléobotanistes ou paléontologues travaillant sur les vertébrés, pour essayer à l'échelle de chaque bassin de comprendre ce qui se passe et de faire des corrélations. Donc, les corrélations, on a utilisé dans une première étape la biostratigraphie et la stratigraphie séquentielle. L'objectif était d'aboutir à des reconstitutions paléo-environnement et paléogéographiques et paléoclimatiques. Donc, le Trias inférieur, le gros problème, souvent, on considère les séries dans le continental, on dit que c'est du Permien-Trias. On ne sait pas trop des fois où est la limite entre le Permien et le Trias. Ce qu'on sait, c'est que c'était considéré comme des séries essentiellement fluviatiles. Ce sont les Grésvosgiens, par exemple, en France. Mais par contre, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y a quand même pas mal de sédiments éoliens qui sont préservés, avec réellement des dunes éoliennes ou des systèmes de playa. Donc, on s'était amusé avec des collègues à faire une synthèse de où on trouvait un petit peu tous ces critères d'aridité et de dunes éoliennes. Alors, les dunes éoliennes, on peut en trouver, ce n'est pas obligatoirement un critère d'aridité. Cependant, il y a un critère qui est majeur, c'est la présence de ventifacts. Les ventifacts, ce sont des galets éolisés. Donc, on s'est amusé à caractériser tout ça à l'échelle de l'Europe. Ici, c'est des petits triangles. Et donc, on s'est rendu compte assez rapidement que les systèmes fluviatiles du Trias inférieur, en fait, c'était des réseaux fluviatiles éphémères. Ce n'était pas un système braided classique. On avait très peu, on n'avait pas de faciès de plaine d'inondation au sensu stricto, on n'a pas de paléosol, mais par contre, on trouvait des galets éolisés, des ventifacts, même dans les barres des systèmes fluviatiles, donc prouvant que ces galets étaient tout près, on avait des systèmes vraiment de rivières éphémères. En faisant beaucoup de terrain, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des préservations de faciès éoliens interstratifiés dans les faciès fluviatiles ou des alignements de galets avec des ventifacts dans ces séries. Donc, prouvant vraiment que ces séries étaient de climat très, très aride. Alors, avec les collègues européens, à partir de données qu'on a fait sur le terrain, mais également à partir de données bibliographiques, on a fait une synthèse des formations et avec les âges, des incertitudes qu'on a mises sur ces formations depuis le Permien moyen jusqu'au Trias moyen. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, mis à part dans la partie centrale du bassin germanique et éventuellement dans les Western Shetland, partout, il y a une discordance entre le Permien et le Trias, bien marqué ici également en Europe du Sud. Donc, tous ces travaux nous ont permis de faire des reconstitutions paléo-environnementales. Donc là, vous reconnaissez, c'est peut-être un peu petit, mais vous voyez l'Espagne, vous voyez la France ici et l'Angleterre ici. Donc, on a fait des reconstitutions au niveau des bassins à la fin du Permien, mettant en évidence les réseaux de drainage et avec ici toute la mer du Zechstein avec les évaporites. Ensuite, vraiment, après la discordance Permien-Trias, oui, les premiers sédiments triasiques, ce qu'on appelle le sous-étage induin, on s'est rendu compte qu'il n'est préservé qu'ici, dans le domaine germanique, sous forme de système lacustre et éventuellement de petits réseaux fluviatiles ici. Mais sinon, partout ailleurs, il y a bypass, érosion, et tous les sédiments transitent. Alors, est-ce qu'ils partent vers la mer Thétis, vers le sud? Grande question. Mais par contre, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'à partir des données de palynologiques,
on avait le même climat chaud et aride, que ce soit à la fin du Permien ou au début du Trias. Par contre, la grosse transition se faisait au Trias inférieur, à l'Onénéquien, où là, on voit les systèmes hyperarides avec des dépôts de grands ergs éoliens et de systèmes, systèmes fluviatiles, de réseaux éphémères, orientés ici vers le bassin germanique et ici vers le sud. Et toute cette période, il y a absence de flore, on n'a aucun pollen et tout ça durant toute cette période. Ensuite, il y en a une grande discordance qu'on a reconnue partout et qui était déjà reconnue en Allemagne, qui est la discordance Ardensen, qui est bien caractérisée et qui est au sommet du Trias inférieur. Et ensuite, après, la carte suivante qu'on a fait, c'est au niveau du Lanisien moyen, où on voit que là, après, on a tous les systèmes terrestres qui deviennent exoréiques, avec des systèmes en connexion avec la mer Thétis. Et à ce moment-là, au niveau de l'anisien, on a les premières datations de pollen du Trias. Et à ce moment-là, on a des contrastes biostratigraphiques et indiquant un climat à nouveau chaud et aride. Donc, en fait, si je résume, donc partout en Europe, sauf dans le bassin germanique, on a une discordance entre le Permien et le Trias. Les premiers sédiments du Trias sont essentiellement en domaine semi-aride, comme les sédiments de la fin du Permien. Il n'y a pas de changement climatique. Et le gros changement climatique vient ici, pendant probablement le Smithien. Et après, on a les premiers paléosols qui sont enregistrés à la fin du Trias inférieur, juste avant la discordance Ardensen. Alors, ces étages et les âges sont obtenus par rapport aux calages qui ont été faits avec les données avec le bassin germanique, où il y a des données biostratigraphiques et des données magnétostratigraphiques. Et ensuite, nous avons la discordance Ardensen et la transgression marine de la mer du Muschelkalk. Donc, en fait, ce qu'on s'est rendu compte à la fin de cette étude, c'est qu'en fait, il y avait l'absence de données biostratigraphiques au niveau du Trias inférieur. Et notre question du départ avec Jean Broutin, c'était de savoir comment se faisait le recouvrement de la flore. Eh bien, ce n'est pas ici qu'il fallait l'étudier, puisqu'on n'a pas de sédimentation de laine du 1, et parce que le Lénéquien, il est trop aride. Donc, de toute façon, s'il y a de la végétation là, elle est préservée, elle n'est pas préservée ici. Et par contre, ce qui était intéressant, c'est de dire que certains indicateurs sédimentologiques étaient des bons indicateurs de corrélation, en particulier sémantique fact, ainsi que les surfaces d'une conformité. Donc, on avait réussi à faire à l'époque avec Frédéric Futeau des simulations climatiques. C'était dans le cadre de la thèse de Samuel Perron, et où on avait montré que le Trias inférieur était justement très chaud, avec des températures moyennes de la surface de la Terre supérieures à 30 degrés. Mais par contre, il y avait une différence avec le sud Gondwana, qui semblait un petit peu moins chaud, au moins certaines périodes de l'année, avec des périodes plus humides. Donc, on a décidé d'aller faire du terrain dans le nord gondwanien. Moi, j'avais déjà des informations sur le Trias tunisien, où en Tunisie, on voit que tous les systèmes du Trias inférieur sont exoréiques et vont à la mer. Donc, de toute façon, on n'a rien de préservé sur le continent. Et donc, on a travaillé avec des collègues marocains sédimentologues de l'université de Marrakech et avec des collègues du Muséum d'histoire naturelle de Paris, paléontologues. Et donc ici, voilà le bassin d'Argana, vous reconnaissez Tanger ici et Marrakech qui est là. Et donc sur ce bassin d'Argana, on a trouvé des traces de vertébrés que les collègues paléontologues attribuent au Trias inférieur. La limite et la discordance Permien-Trias est parfaitement visible sur le terrain au Maroc, dans le bassin d'Argana, mais également ici dans les bassins du Haut-Atlas, que sont le bassin de l'Ourika et de l'Oukaïmeden, où on voit cette discordance et où on a pu caractériser un Trias inférieur. Et ce qui est très intéressant, donc c'est des travaux qui sont en cours de publication, c'est de montrer qu'on a retrouvé justement sur ces niveaux Trias inférieurs ces fameux ventifacts. Et on les retrouve partout au niveau de l'Europe, associés justement à ces premiers dépôts triasiques. Et on les a retrouvés également dans le Haut-Atlas. Chose intéressante aussi qu'on a trouvée, c'est que la sédimentation du Trias inférieur
était surmonté par des dépôts anisiens, datés aussi, parce que là, on a des données palynologiques, et on a pu reconnaître une discordance entre le Trias inférieur et l'anisien aussi au niveau des bassins marocains. Alors, à une échelle un peu plus globale, pour rebondir un petit peu peut-être sur l'exposé qu'a fait Sylvie juste avant, ce qu'on s'est rendu compte, à l'époque, j'avais aussi collaboré avec Arnaud Braillard, et donc Arnaud, qui travaille sur les ammonites, travaillait aussi sur ces données de sud en Chine du Sud, je vais y arriver, et il a observé des changements climatiques aussi, justement à la période entre le smithien et des changements climatiques par rapport à l'Indien et par rapport au spatien. Autre chose qui était intéressante, vous voyez ici, c'est la présence ou non des faunes d'ammonite qu'avait fait Arnaud à l'époque. On avait collaboré avec lui parce que ce qui était intéressant, c'est que les carrés noirs signifient qu'il n'y a pas d'ammonite présente. Vous voyez ici dans le domaine ouest téthysien, on n'a pas de faune d'ammonite préservée au niveau du Trias inférieur. Et alors, une des grosses questions que je me pose, et qui peut rejoindre peut-être des questions que posait Sylvie sur la silice, c'est que est-ce que ces faunes d'ammonite ne sont pas préservées parce que justement, on a peut-être des flux importants de sédiments qui arrivent ici de ces bassins, parce qu'il faut bien que toutes ces zones en érosion aillent quelque part. Et peut-être que tous ces flux… Alors, une des réponses était de travailler dans les bassins, dans les Alpes. Je devais travailler avec Jean Marcoux sur les affleurements, mais malheureusement, Jean nous a quittés, donc je n'ai pas pu mener à bien ce projet. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça soit au niveau de l'Europe ou au niveau du Sud-Gondwana, on reconnaît partout la discordance permo-triasique, à peu près, sauf dans le bassin germanique, et qu'il y a deux inconformités majeures, qui est l'inconformité Permien-Trias, et il y a aussi l'inconformité à la fin du Trias inférieur, qui après annonce la transgression de la mer triasique. Alors, autre chose qui était extrêmement important, c'est que avant ces travaux, le Trias inférieur était considéré comme c'est du fluvial, était considéré comme humide, et le Trias supérieur, comme c'est fluvial et vaporitique, était considéré comme aride. Ben non, on a montré qu'en fait que le climat était chaud et aride au niveau du Trias inférieur, puisque c'est des systèmes fluviatiles associés avec des ventifacts et des systèmes éoliens, mais par contre que les systèmes fluviatiles associés avec les évaporites du Trias supérieur sont des systèmes fluviolacus, donc plus humides. Ce qui est logique, pour faire des évaporites, il faut de l'évaporation, donc il faut de l'humidité. Et donc, on est en train de réévaluer un petit peu tout ce trias supérieur carnien, norien, rétien dans le cadre d'une thèse que je co-encadre actuellement à Rennes, la thèse de Jean-Baptiste Cherfis, que je co-encadre avec Mathieu Martinez. Alors, donc simplement, là, c'était les simulations climatiques que je vous ai montrées tout à l'heure avec Frédéric Futeau, et on avait fait des tests à l'époque sur justement la fin du Trias pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait. Et l'idée avec Frédéric Futeau, c'est qu'on contraigne nos modèles paléoclimatiques, non pas pour faire du paléoclimat, mais pour contraindre nos hypothèses qu'on a sur le terrain, faire un aller-retour entre les hypothèses quant à l'altitude de la chaîne, etc., pour contraindre des milieux de sédimentation. Donc ça, c'est des travaux qu'on va reprendre dans le cadre de la thèse de Jean-Baptiste. J'étais trop vite. Non. Comment je reviens en arrière? Non. Voilà. Donc maintenant, rapidement, vous voyez toutes mes reconstitutions. Je n'ai rien sur le début du Permien, sur ces reconstitutions paléo-environnementales. Donc, qu'en est-il des reconstitutions terrestres? Alors, en fait, le Permien, la grosse difficulté, c'est qu'on n'a déjà pas de sédimentation continue du Permien et qu'on a un gros problème de calage stratigraphique sur le Permien et qu'on n'a pas de sédimentation complète de tout le Permien dans le domaine terrestre. Et vous voyez sur cette carte et compilation de cartes, ce qu'on voit très bien, c'est qu'on a du Permien indifférencié en rouge, on a des sédimentations qui sont considérées comme Permien inférieur ou Permien supérieur ici en Europe, et ici, ce sont des faciès Buntsandstein, mais qui sont en fait du Permien, sans trop savoir l'âge qu'on a. Donc, en fait, quand on regarde les synthèses qui sont faites, donc là, c'est l'Atlas Millennium qui a été publié en 2003, donc, qui part aussi des travaux de Ziegler, etc. Donc, ce qu'on voit très bien, c'est que le Permien inférieur, il est absent en Europe du Nord parce qu'il y a d'importantes séries volcaniques et qu'on a un Permien supérieur, on n'a pas de Permien inférieur, mais qu'on a un Permien supérieur.
Et quand on regarde ces reconstitutions qu'on nous propose actuellement dans le domaine continental, qu'est-ce qu'on est un peu surpris parce qu'on voit, a priori, il n'y aurait pas de Permien en France. Or, il y a du Permien qui est connu à Autun, il y a ne serait-ce que le bassin de l'Odève, etc. Donc, on s'est dit, il faut peut-être étudier toutes ces séries. Et alors, c'est un peu faux parce qu'il y a certaines reconstitutions, vous voyez, comme celle-ci, qui signalent quand même ces bassins d'Autun et tous ces bassins permiens, mais jamais il y a d'âges qui sont donnés. Donc, on dit qu'il y a elles sont Stéphania, Reutlingen, enfin, c'est plus du faciès que vraiment des âges. Donc, en sachant qu'à l'affleurement, on a très peu de données, puisqu'on a du Permien inférieur qui affleure dans les Vosges, on a du Permien supérieur dans les Vosges, Permien inférieur dans le bassin d'Autun, et que le problème, c'est que surtout des données de subsurface. Donc, en 2015, Laurent Beccaletto du BRGM avec des collaborateurs avait retraité toutes les lignes sismiques du sud du bassin de Paris. Alors ici, cette zone-là, c'est cette zone qui est ici. On ne voit pas très bien en vert. Et donc, il s'était rendu compte qu'il y avait d'épaisses séries permiennes qui sont préservées dans cette zone-là. Avec Laurent, on s'est dit ça vaudrait le coup de monter un sujet de thèse. Donc, c'était l'objet de la thèse de Mathilde Marcuzot qui a soutenu sa thèse il y a un an, qui a eu beaucoup de collaboration avec certaines personnes qui sont dans la salle et qui a focalisé sur cette zone ici du nord du Massif central. Alors, ces travaux de thèse appuyés avec un postdoc qui était le postdoc de Céline Ducassou ont donné lieu à un certain nombre de publications. Donc, j'ai mis simplement les publications pour voir les co-auteurs et on a travaillé à la fois sur l'aspect sédimentaux, à la fois sur l'aspect datation, parce qu'on a des niveaux de cendres volcaniques associés à ces systèmes permiens, et à la fois sur des articles sur plutôt des données palynologiques. Donc, chose qui était intéressante sur ce bassin et sur ces bassins ici, la zone qu'on appelait Lucenay et Decize-la-Machine, on a pu avoir des niveaux de Tonstein, qui sont des cendres volcaniques qui sont altérées en argile, qu'on a pu dater. Et alors, ces datations nous ont permis de caractériser pour la première fois dans ces bassins la limite entre le carbonifère et le permien. Alors, ces datations sont faites en ICP-MS laser. On fait ça à Rennes avec un collègue, Marc Poujol. Mais vous voyez, avec des incertitudes qui sont parfois très grandes, plus ou moins 4,1 millions d'années. Donc là, actuellement, on est en train de redater toutes ces séries en CID Teams pour avoir des datations beaucoup plus précises. Et surtout, ce qui était aussi très intéressant, c'est qu'on a pu reconstituer à partir des données de carottes les environnements, décidément, les environnements de dépôt. Non, je vais dans le mauvais sens. J'ai perdu la main. Comment je fais pour revenir en arrière? J'ai bloqué tout. Voilà. On a pu, merci. On a pu caractériser les environnements de dépôt et on a montré que ces séries qu'on considérait comme fluviatiles associées à des faciès avec par moment des lacs, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de système fluviatile sensu stricto, c'est tous des systèmes de barres d'embouchure et des systèmes de gigantesques deltas, avec des grands lacs qu'on a pu en mettre en évidence avec par moments des niveaux plus volcaniques. Alors, tous ces travaux et ces nouvelles datations nous ont permis de faire des corrélations des différentes formations qu'on avait et de tenter des corrélations entre ces bassins de Lucenay, Autun et le bassin de l'Odève. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur les bassins de l'Odève, Saint-Afrique, pour essayer de réévaluer tous les âges de ces niveaux de cinérite, pour essayer d'avoir des caractérisations plus précises. Et autre chose qui était très importante suite aux travaux de la thèse de Mathilde Marcuzot, c'est de montrer qu'en fait, tous ces endroits qu'on considère, on parle du bassin de Decize-la-Machine, bassin d'Autun, bassin de Blanzy, de Creusot, etc. Ces bassins étaient probablement tous connectés. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'un grand lac ou de plusieurs petits lacs connectés? C'est encore la question. Et en tout cas, les aires de sédimentation actuellement ne reflètent pas les bassins qu'il y avait au niveau du Permien et qu'ils étaient probablement connectés. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur ces séries permiennes, je vous invite à assister aux conférences organisées par l'Association des géologues du Permien et du Trias le 27 janvier ici matin.
Donc voilà, alors si je reviens, en fait, l'idée aussi, c'est que ces bassins sont probablement connectés avec ces bassins qu'on a un peu plus, enfin ces zones de sédimentation qu'on a un peu plus au nord, et en particulier cette zone que Laurent Beccaletto avait appelée le bassin de Brécy. Et alors, on a eu de la chance sur cette zone-là. Il y a eu à l'époque des forages qui avaient été faits par les pétroliers. Il me semble que c'est Esso à l'époque qui avait fait des forages, et on a réévalué les données de cuttings qu'on avait sur ces forages. Alors, il y en a un ici, le forage de Couy, où il y a des carottes. Et on a réévalué à partir des données de cuttings. Donc, il y a des informations qui nous permettent d'avoir des âges et de dire qu'ici, on est à la limite du Carbonifère. On a pu faire des corrélations à partir des diagraphies qu'on avait et des cuttings, de montrer qu'on évolue d'une série lacustre avec des faciès plutôt noirs qui évoluent vers des faciès plutôt rouges. Et chose intéressante ici, c'est qu'on a d'épaisses séries gréseuses qui, d'après description, pourraient être des sables éoliens. Et alors, ça avait beaucoup déçu les pétroliers à l'époque parce qu'ils avaient abandonné ces forages parce qu'il n'y avait pas d'huile ni de gaz. Mais par contre, il y a de l'eau chaude. Voilà. Donc, ce qui peut être plus intéressant pour les années à venir. Alors, l'idée avec Laurent, on a fait une réévaluation à partir des lignes sismiques et en corrélant par rapport au forage qu'on avait ici, et de montrer qu'en fait, en plein centre de cette zone de Brécy, on pouvait avoir 3500 mètres de Permien, donc qui serait intéressant d'étudier. Pour le moment, on n'a pas de forage. Donc, l'idée, c'est de monter, on a monté l'année dernière un projet ICDP, dont sont associées certaines personnes présentes ici dans la salle. Et ce projet ICDP, c'est de faire un forage aux États-Unis, en Oklahoma, et de faire un forage en Europe, alors peut-être le bassin de Paris, pour essayer de faire une comparaison des environnements de dépôt, des paléoclimats et tout ça, de ces environnements. Le gros problème qu'on a en Europe, c'est que les forages coûtent cher et qu'il faut trouver 10 millions d'euros. Voilà. Donc, c'est le gros problème, mais ça serait un challenge très, très important, à mon avis, pour contraindre, puisque c'est le seul endroit où, à notre avis, vu les corrélations qu'on peut avoir avec les bassins d'Autun et avec la thèse de Mathilde, c'est que potentiellement, on sera à la limite carbonifère permien avec des niveaux de cendres volcaniques ici, et donc avec une série épaisse et peut-être le chaînon manquant entre ces bassins de l'Odève qu'on a au sud de la France et les bassins qui sont bien connus au nord parce qu'il y a les pétroliers qui travaillent, mais par contre, ils n'ont que du Permien supérieur. Donc, voilà. Et je crois que j'ai fini ici avec une photo du bassin de l'Odève. Je vous remercie pour votre attention. Sylvie, pour cet éclairage paléo-environnemental, paléoclimatique sur voilà, des séries qui sont intéressantes et pas toujours étudiées comme elles le doivent. Il y a des questions? Tu n'as pas parlé de données géochimiques, par exemple, ou d'autres données qui permettraient de contraindre les évolutions climatiques. Est-ce que ça manque? Est-ce qu'il n'y a pas les sols carbonatés qui permettraient de faire des mesures? Voilà. Alors, pour le Permien, on a fait ça dans le cadre de la thèse de Mathilde. Donc, il y a un papier qui est sorti. Donc, Mathilde exposera tout ça. Alors, le gros problème qu'on a dans ces séries-là, c'est que on lit peut-être quelque chose, mais on lit peut-être que du climat local et pas du climat global. Donc, voilà. Et donc, il y a le problème entre savoir le signal géochimique. Donc, notre idée, c'est de caler ce signal géochimique sur les caractérisations des environnements de dépôt par rapport à l'évolution de la matière organique. Et en fait, tout est imbriqué. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à sortir réellement un message climatique, puisqu'en même temps, il y a ces lacs qui diminuent d'ampleur. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est des travaux qu'on va essayer de mener dans d'autres. Il nous faudra un autre calage à un autre endroit. Donc oui, c'est des études qui ont été initiées avec la thèse de Mathilde. Bon, pour la partie triasique, non, on ne peut pas, mais pour la partie Trias sub dans la thèse de Jean-Baptiste aussi, on va faire des proxys géochimiques, justement, surtout ces séries évaporitiques qui nous posent des gros problèmes aussi dans le Trias supérieur également. Merci. Non. Voilà, puis on a entendu ton appel si quelqu'un a une idée pour 10 millions d'euros pour financer un forage scientifique.